Hello et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, dans ce deuxième épisode de 5 films incroyables que tu dois voir. En effet, il y a déjà un premier épisode qui existe sur la chaîne, je l'ai fait il y a de ça 3 mois il me semble. S'il t'intéresse, n'hésite pas à aller le regarder. J'avoue que ça me fera plaisir. Juste avant que la vidéo commence, je tiens à faire un petit coup de pub pour moi-même. Et oui, un petit coup de pub pour soi, c'est toujours sympa. Nouveau slogan. En ce moment sur la chaîne, j'ai lancé un nouveau format, ou plutôt un nouveau podcast qui s'intitule Le Petit Podcast, en référence à La Petite Critique. Ce podcast, vous le retrouverez plusieurs fois par semaine, et à l'intérieur, j'aborderai des films que je n'aborderai pas forcément en critique. Les épisodes durent moins de 10 minutes, et il y en a déjà 2 de dispo. Le premier sur Toys de Barry Levinson, et le deuxième sur Jimmy's Hall de Ken Loach. Et donc voilà. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller écouter. Ça me fera plaisir également. Et donc, comme je viens de le dire et comme vous venez de le voir dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui, il va être question de 5 films que je trouve incroyables et qui, selon moi, tu dois absolument regarder. Le premier n'est autre que Farang, réalisé par Xavier Jans. Avec au casting Nassim Lies, Laurine Nounet, Olivier Gourmet ou encore Shanantisha Tangkwa. J'espère avoir bien prononcé son prénom. Que nous raconte le film? Sam est un détenu exemplaire. À quelques mois de sa sortie de prison, il prépare assidûment sa réinsertion. Lors d'une permission, son passé le rattrape et un accident ne lui laisse qu'un seul choix, la fuite. 5 ans plus tard, il a refait sa vie en Thaïlande, où il a fondé la famille dont il a toujours rêvé, mais Narong, le parrain local, l'oblige à plonger à nouveau dans la délinquance. Quand Sam veut tout arrêter, Narong s'attaque à sa famille. Sam va traverser la Thaïlande pour se venger de son bourreau. Et alors le cinéma de Xavier Jans, de base je suis vraiment pas très fan. Parce que Hitman, c'était nul, Frontier c'était pas tip top également, et même Budapest que certaines personnes aiment beaucoup, eh bien moi je n'aime pas du tout. Voilà, même s'il y a Monsieur Poulpe, je n'aime pas du tout. Par contre, j'avais bien apprécié son Cold Skin. Là, je trouvais qu'il se passait quelque chose. On parle pas assez de ce film de Xavier Jans, il est vraiment très intéressant pour le coup. Et là, il revient avec Farang, un film d'action à la John Wick. Et c'est trop bien! C'est le meilleur film de son auteur, et de très très loin. C'est trop bien parce que dans un premier temps, Xavier Jans, à l'écriture, réussit quelque chose qu'il n'avait pas réussi à faire avec ses précédents films. Dans Farang, je m'attache au personnage principal et je comprends ses convictions. Parce qu'il y a un vrai talent d'écriture, il y a une vraie efficacité qui se retrouve également dans la mise en scène. La mise en scène qui est juste topissime. Pas mal de personnes ont parlé des scènes d'action, et à raison, parce que ces scènes d'action font partie des meilleures scènes d'action de l'année. Moi, je suis encore passionné par la scène d'action qui commence dans un tunnel, puis qui ensuite va dans un ascenseur. C'est d'une fluidité, d'une efficacité et d'une cruauté parfois. En regardant Farang, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de gore, mais de gore cruel. En parlant de cruauté, au scénario, il y a quelque chose de très fort qui se passe à la fin de la première partie du film. Je ne m'étais pas du tout que ça allait arriver, et ça arrive, et ça te met très très mal, et ça te permet surtout d'être ultra investi émotionnellement avec le personnage de Sam, ou avec le personnage de son mentor. C'est-à-dire que le film arrive parfaitement à développer son personnage principal, mais arrive parfaitement à développer les personnages à côté également. Tous les personnages arrivent à exister, notamment Narong, qui est un super antagoniste, je trouve. Et alors j'ai eu un petit peu peur vers la fin du film, parce que je me demandais comment ils allaient finir le tout. Je me suis dit, ok, va y avoir une suite à Farang, en tout cas il y avait peut-être une suite à Farang qui était prévue, mais je crois que le film n'a pas trop marché, et du coup je m'inquiétais, j'étais en mode, ça se trouve on va pas avoir la fin de l'histoire. Et le film arrive avec un trope scénaristique à donner une fin à cette histoire. Ça pourrait paraître rushé, mais moi je trouve ça plus cohérent que rushé, et surtout je trouve ça très touchant. Donc voilà, Farang de Xavier Jans, c'est des scènes d'action qui déboîtent, c'est un scénario bien écrit, c'est des acteurs très bien dirigés également, vraiment les acteurs se donnent à fond, quoi, ça fait plaisir. N'hésitez pas à aller voir ce super film qui est le meilleur film de son auteur. Ensuite, on change radicalement de registre. Ah mais là, je crois qu'il n'y a pas plus radical. L'improbable voyage d'Harold Fry, réalisé par Etty McDonald, avec son casting Jim Broadbent, qu'on connaît notamment pour avoir interprété
le professeur Slughorn dans Harry Potter, Penelope Wilton qu'on connaît puisqu'elle a joué dans l'une des meilleures séries de tous les temps, à savoir Downton Abbey, Linda Bassett, Earl Cave et Joseph Maidel. Et alors cet improbable voyage d'Harold Fry, qu'est-ce qu'il nous raconte? Je vais marcher et tu vivras. Tout juste retraité, Harold Fry mène une vie maussade aux côtés de sa femme Maureen. Lorsqu'il apprend que sa vieille amie Queenie est mourante, il sort de chez lui bouleversé pour lui poster une lettre. Mais il décide de continuer à marcher pour se rendre à son chevet. Sa lettre en poche, il se lance alors dans un improbable périple de plus de 700 km à travers l'Angleterre. Le mec est déter, c'est cool. Avec l'intime conviction que son voyage maintiendra Queenie en vie, au fil de rencontres inattendues et libératrices, Harold pourra-t-il se redonner une chance? Travel the length of England to save a woman from dying. Maybe it's what the world needs right now. A little less sense and a bit more faith. Ce film, je l'ai découvert en octobre en Irlande, totalement par hasard, j'avais vraiment pas prévu de le voir, et je me suis pris une baffe. Déjà parce que le film est extrêmement bien joué. Bon, Jim Broadbent, on ne le présente plus, c'est un acteur en or qu'on ne mérite pas. Mais en plus de ça, il y a une vraie humanité, une vraie sincérité, que ça soit dans la mise en scène ou dans l'écriture, ce qui aide à rendre l'œuvre extrêmement touchante. Si vous pleurez pas à la fin, vous n'avez pas de cœur, je suis désolé. Pour moi, le film est plus un voyage réparateur que initiatique, alors que de base, il prend le chemin d'un voyage initiatique. Mais il va te changer tout ça au fur et à mesure de l'avancée du récit d'une manière très fluide, très habile, très intelligente, je peux dire très adjectif positif tout le temps. Et là où le film m'a le plus surpris, c'est dans sa mise en scène. Quand je suis allé voir le film, je me suis dit, ça va être une mise en scène assez calme, pas nulle, mais assez calme. Et en fait, parfois il y a des flashbacks dans le film, et ces flashbacks, c'est du pur Michel Gondry. Et j'ai été genre trop surpris de voir du pur Michel Gondry dans l'improbable voyage d'Harold Fry. Mais c'est pas des inspirations bêtes, jetées comme ça. Non, tu sens que c'est digéré et que c'est là pour raconter quelque chose, accompagner de manière intelligente et soignée un propos qui est... ouais, extrêmement touchant. Le film vise continuellement juste, arrive toujours à t'avoir. Non, vraiment, l'improbable voyage d'Harold Fry, c'est super, jetez-vous sur ce film. Dans la même vidéo, j'ai tutoyé et vous voyez les gens. Gros bordel dans ma tête. Ensuite, on rechange encore une fois radicalement de sujet. C'est le principe de cette vidéo. En même temps, c'est de proposer plein d'œuvres différentes. Voilà, je sais pas comment finir. Wow. Je crois que je viens de créer un malaise ou un bide ou... quelque chose de très violent pour moi-même. Traqué, réalisé par Brian Dufield. Avec au casting Caitlin Dever dans le rôle principal. Et je vais surtout la mettre elle en avant, parce que j'avoue que j'ai pas trop souvenir des autres acteurs et actrices, puisqu'ils ne sont pratiquement pas présents. Et alors ce traqué, que nous raconte-t-il? Je sais pas pourquoi je fais ça avec mes mains. Brynn Adams est une jeune femme créative et talentueuse rejetée par sa communauté. Solitaire et toujours optimiste, la jeune femme trouve son réconfort entre les murs de la maison où elle a grandi. Une nuit, elle est réveillée par d'étranges bruits provenant d'intrus manifestement non humains. Commence alors un éprouvant face-à-face entre Brynn et une foule de créatures extraterrestres qui, en plus de menacer son futur, l'amèneront à affronter son passé. C'est un film qui est sorti en septembre directement sur Disney+. Je crois qu'aux États-Unis, il est sorti sur Hulu avant, si je dis pas de bêtises, un peu comme le dernier Hellraiser, qui est super, voyez le dernier Hellraiser. Et je suis allé voir ce film sans trop connaître de choses sur lui, et j'ai été vraiment surpris. J'ai vu un bon film, très efficace, et qui renoue un petit peu avec le cinéma muet. Alors c'est pas en noir et blanc, c'est pas totalement muet, mais le film va se concentrer à 99% sur un personnage qui, pour survivre, ne doit faire aucun bruit, que ce soit en marchant ou avec ses cordes vocales. Donc on revient également à un cinéma du corps, où on laisse le corps de l'actrice s'exprimer, donner les émotions qu'elle ressent. C'est un vrai bon travail qui est intéressant et qui est vraiment bienvenu en 2023, ça fait plaisir de revoir du travail sur le corps, de revoir du travail sur le muet, travailler le bruit du non-bruit. C'est pas français. Je suis décidément nul en analyse. Mais si ça s'arrêtait qu'à ça, ça serait pas ouf. Mais il y a également une très bonne mise en scène qui est pas auteuriste,
je considère pas ce film comme un film d'auteur, mais c'est un film qui est bien fait. Il y a des beaux cadres, il y a des beaux effets spéciaux, et c'est pas un film qui, à mon avis, a nécessité beaucoup de budget pour finir sur Hulu. Il y a des vraies bonnes scènes de tension qui vont emprunter à du Spielberg notamment, mais encore une fois, comme je disais pour L'improbable voyage d'Harold Fry, c'est des inspirations mais qui sont pas droppées en mode « Ouah, je kiffe trop Spielberg, je vais faire la même chose que lui ». Non, tu sens qu'il ramène du Spielberg, le réalisateur, tout en apportant sa sauce à lui. Vraiment, c'est, encore une fois, d'une fluidité assez exemplaire. Et alors moi, j'ai eu un petit peu peur en regardant le film quand on plongeait dans le passé de l'héroïne, que ça soit du pathos, que ça soit bête pour le coup. Et finalement, on y trouve quelque chose d'assez sincère, pas forcément très intelligent, mais pas bête non plus, et ça te touche. Donc voilà, si vous n'avez pas vu Traqué, c'est sur Disney+, en ce moment, c'est un bon film de tension qui renoue avec les films des années 80-90 de Spielberg, mais qui renoue intelligemment et qui a un vrai travail sur le corps et le non-bruit. Donc jetez-vous dessus. On change encore radicalement de sujet avec L'île rouge de Robin Campillo, et personne n'a parlé de ce film. Pourquoi ? Je dis ça, mais moi aussi, quand il est sorti, j'en ai pas parlé. Je suis vraiment une merde. Au casting, on retrouve Nadia Tereskevich. Et alors, qu'est-ce que ça nous raconte ? Début des années 70, sur une base de l'armée française à Madagascar, les militaires et leurs familles vivent les dernières illusions du colonialisme. Ça nous fera un souvenir. Je veux pas de souvenir. Et j'adore le cinéma de Robin Campillo. Vraiment, j'adore son cinéma. Ce mec est beaucoup trop fort. 120 battements par minute, c'est l'un des meilleurs films de tous les temps. Voilà, je suis désolé, il n'y a aucun débat là-dessus. Et je savais pas du tout qu'il avait sorti un nouveau film. C'est pour ça que j'en ai pas parlé. Moi aussi. Mais depuis que j'ai su qu'il avait sorti un nouveau film, eh bien je l'ai rattrapé et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que tu retrouves ce côté planant, ce côté hypnotisant que travaille superbement Robin Campillo à la mise en scène. Et je pense qu'en termes de pure technique, c'est l'un des Robin Campillo les plus passionnants parce que il va continuellement mêler différentes techniques de mise en scène. Il va y avoir un peu d'animation, un peu de décor carton-pâte, mêlé à des vrais acteurs en chair et en os. Enfin bref, techniquement, c'est un film qui est impérial. Et au-delà de mêler plusieurs techniques de réalisation qui sont super intéressantes, il va mêler plusieurs techniques d'écriture, des histoires dans des histoires, dans des histoires, dans des histoires. Mais encore une fois, c'est super fluide, c'est toujours intéressant, et je pense notamment à toutes les parties avec la super-héroïne. Le sujet de film est lourd. Le film est lourd. Je trouve qu'il y a un côté vraiment angoissant dans ce film. Et donc, tous ces passages, pas tous ces passages. Et donc, tous ces passages avec la super-héroïne, ça arrive un petit peu comme un entracte, quelque chose de plus léger parmi un récit extrêmement lourd et assez grave par moment. Ça fait du bien. Et encore une fois, c'est super fluide. Vraiment, je sais pas combien de fois j'ai dit le mot fluide dans cette vidéo. C'est également extrêmement bien joué. De toute manière, Nadia Tereskevich n'a plus rien à prouver. C'était vraiment son année entre Mon Crime et ce film-là. Même si L'île rouge, il est sorti... Non, il est sorti en 2023, j'ai raison. La toute dernière partie du film, politiquement, est également très intéressante. Et elle détonne vachement avec le reste. Mais encore une fois... la transition est super fluide. Et donc voilà, si vous n'avez pas vu L'île rouge de Robin Campillo, jetez-vous dessus, c'est un film qui n'a pas eu un très grand succès au box-office et critique, je crois, et franchement, c'est vraiment dommage, parce que c'est l'un des meilleurs films de l'année. Et enfin, pour finir, Un amour impossible de Catherine Corsini. Avec au casting l'irremplaçable Virginie Efira, Neil Schneider. Et alors, qu'est-ce que ça nous raconte ? À la fin des années 50, à Châteauroux, Rachel, modeste employée de bureau, rencontre Philippe, brillant jeune homme issu d'une famille bourgeoise. De cette liaison passionnelle mais brève naîtra une petite fille, Chantal. Philippe refuse de se marier en dehors de sa classe sociale. Rachel devra élever sa fille seule, peu importe, pour elle, Chantal est son grand bonheur, c'est pourquoi elle se bat pour qu'à défaut de l'élever, Philippe lui donne son nom. Une bataille de plus de 10 ans qui finira par briser sa vie et celle de sa fille. On n'est pas une famille. 2 personnes dans une maison, c'est pas une famille. Et nous, tu sais ce que c'est ? C'est une passion. Non, c'est une rencontre inévitable. C'est l'histoire d'un amour. Et c'est bouleversant.
c'est juste bouleversant déjà parce que c'est extrêmement bien joué, mais vraiment les performances de ce film sont lunaires tellement elles sont au-dessus de tout. J'aime beaucoup le parti pris esthétique du film où t'as des plans très calmes, très posés, ça bouge pas beaucoup, mais t'as toujours un soin au cadre, un soin à la photographie qui fait que t'as plein de plans qui te restent en tête. C'était un petit peu ma peur en allant voir le film, me dire que peut-être qu'en termes de scénario, ça allait être ultra intéressant, ultra prenant, ultra touchant, mais qu'en termes de mise en scène, il y allait avoir pas grand-chose. Et non, c'est pas le cas. Et donc en termes de scénario, c'est une masterclass d'écriture. Déjà, moi j'aime beaucoup les films qui retracent toute une vie, comme L'étrange histoire de Benjamin Button ou Forrest Gump par exemple. Et là aussi ça le fait, mais de manière beaucoup plus grave, de manière beaucoup plus déprimante. C'est un film, t'en ressors lessivé parce que t'as pas beaucoup de rayons de soleil, mais alors quand t'as un rayon de soleil, ça fait tellement du bien. Mais je trouve qu'il y a une tension dans ce film, comme le calme avant la tempête, en permanence. Tu regardes le film, tu te dis, ok, quand est-ce qu'elle va arriver la tempête? Quand est-ce qu'elle va arriver la tempête? Et quand tu finis le film, tu te rends compte que la tempête, c'était le film et qu'il n'y avait pas beaucoup de moments de calme, en fait, contrairement à ce que tu pouvais penser durant ton visionnage. C'est un film qui te reste en mémoire et tu le révises et tu te rends compte à quel point c'est grand et c'est un super bon film français, vraiment. Donc voilà, n'hésitez pas à avoir Un amour impossible, c'est passionnant, jetez-vous dessus. Par contre, c'est vraiment, waouh, t'en ressors déprimé, quoi. C'est lourd, hein. Mais je pense que c'est un film qui est vraiment important à voir, surtout de nos jours. Et donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura pu intéresser et divertir. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter, partager sur tes réseaux sociaux. N'oublie pas de t'abonner également. Je tiens un compte Twitter, Instagram, Sens Critique, Captain Watch et Letterboxd qui s'afficheront en description. N'hésite pas à aller me suivre dessus car je suis très présent. Vraiment, si tu veux d'autres épisodes de ce format-là, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Et encore une fois, j'ai tutoyé, vous voyez, des gens dans la même vidéo, c'est trop bizarre. Sur ce, je m'en vais côtoyer d'autres univers et je vous dis, salut. Baby, can you move it on the rhythm so we can't get with and turn around and get us a rock and roll round?